3 ans ont passé depuis que Boruto a risqué sa peau pour aider Konoha à repousser les terrifiants homme arbre divin, et pourtant, ironie suprême, malgré cet exploit héroïque, il se retrouve aujourd'hui capturé par ceux-là même qui l'a protégé. Ligoté, menotté et traité comme l'ennemi public numéro 1, Boruto attend tranquillement son exécution, pendant que le village décide, dans un dernier élan de curiosité, de lui soutirer quelques informations utiles avant de l'envoyer définitivement saluer l'au-delà. Après tout, tant qu'à tuer un traître, autant qu'il serve une dernière fois. Boruto reprend conscience dans une salle d'interrogatoire froide et peu accueillante. En face de lui s'installe Konohamaru, officiellement chargé de l'interrogatoire, tandis qu'à ses côtés se tient le légendaire Hibiki Murino, chef de la torture de Konoha, dont le simple regard suffit à faire avouer des crimes jamais commis. Boruto remarque rapidement les menottes à ses poignets. Konohamaru lui explique calmement, presque gentiment, qu'il s'agit de menottes de scellement conçues par Amado lui-même. Impossible d'utiliser le moindre jutsu, y compris son fameux ninjutsu spatio-temporel. En clair, inutile de jouer les héros ou de tenter une fuite spectaculaire, sauf s'il souhaite se fracturer les poignets comme un amateur. Une fois les règles du jeu posées, l'interrogatoire commence réellement. Les premières questions viennent des deux doyens encore debout de Konoha, Omura et Koharu, visiblement bien décidés à mourir mais pas avant d'avoir compliqué la vie de tout le monde. Ils veulent comprendre qui sont ces mystérieux ennemis, d'où ils viennent, et surtout pourquoi Sarada et Himawari semblent être leurs cibles privilégiées. Pendant ce temps, Shikamaru observe la scène depuis l'extérieur, le cerveau en surchauffe, tandis qu'Amado suit tout à distance, probablement avec un café à la main. Eda, elle aussi, regarde tout grâce à son Omniscience, comme si ce feuilleton était devenu son émission préférée. Dans un coin, Code se permet même de plaisanter avec Kawaki, si Boruto commence à raconter la vérité, notamment sur l'échange de leurs identités et les mensonges accumulés, Kawaki risque de passer une très mauvaise journée. Kawaki, fidèle à lui-même, répond avec son expression de statue dépressive, vérité ou mensonge, Boruto reste à ses yeux un danger ambulant, une bombe à retardement qu'il faut éliminer. Point final. De retour dans la salle, Boruto finit par lâcher des informations majeures. Il explique que les ennemis actuels sont des êtres issus de techniques divines ayant développé une conscience propre. Des hommes arbres capables de ressentir, de réfléchir et surtout de choisir leur proie. Certains sont nés à partir de personnes bien précises, l'un d'eux est basé sur Sasuke et vise Sarada, un autre, issu du modèle de Mueji, cible directement Konohamaru. Autant dire que l'ambiance devient soudainement beaucoup moins détendue. Amado complète l'analyse, à l'origine, ces créatures ne faisaient qu'obéir à leur instinct, dévorer des Otsutsuki et absorber la vie des planètes. Mais désormais, elles veulent comprendre, apprendre, obtenir des informations. Et pour cela, elles dévorent des personnes clés. En résumé, la planète est menacée non seulement par des monstres, mais par des monstres curieux. Et c'est pire. Boruto révèle alors l'existence du véritable chef, Jura, l'incarnation même du Jubi. Pas de modèle humain, pas de sentiment d'attachement, juste une intelligence froide qui manipule les autres et orchestre le chaos. Tant que Jura existe, la planète reste condamnée. L'information est si lourde que même Konohamaru en reste muet. Quand on lui demande d'où il tient tout ça, Boruto reste volontairement vague. Il refuse de révéler sa source pour protéger quelqu'un. Mauvaise idée, Konohamaru s'énerve, les anciens menacent, et l'atmosphère se tend encore davantage. Puis vient la question fatidique, pourquoi Boruto aurait-il tué le 7e Rokige? À l'extérieur, Shikamaru se souvient peu à peu de conversations passées. Malgré la tentative du pouvoir d'omnipotence de réécrire ses souvenirs, il s'accroche à une certitude, Boruto est bien Boruto, et Naruto est vivant. Dans la salle, Boruto affirme calmement que Naruto et Hinata sont en sécurité, mais refuse de dire où. Pour les anciens, c'en est trop, ils sont convaincus qu'il ment jusqu'au bout. Hibiki prend alors les choses en main. Littéralement. Il cogne Boruto, le frappe, le maltraite, lui reprochant de l'avoir fait bouillir de rage pendant 3 ans.
Boruto, le visage en sang, continue pourtant à plaisanter, ce qui ne fait qu'aggraver son cas. Les coups pleuvent, mais il ne cède pas. Shikamaru tente un dernier coup de poker, faire appel à Mitsuki. Mauvaise pioche. Mitsuki, marqué par les événements passés, refuse de s'impliquer davantage. Boruto semble condamné. Mais lorsque Mitsuki entre finalement dans la salle, l'atmosphère change. Il passe en mode ermite, plaque Boruto contre le mur avec une violence glaçante, tout en libérant discrètement ses menottes grâce à son serpent. En réalité, tout était calculé. Konohamaru lui avait secrètement donné le code, convaincu que Mitsuki ferait le bon choix. Boruto en profite. Il annonce calmement qu'il n'est pas l'ennemi de Konoha, qu'il partagera ses informations si nécessaire, mais selon ses propres règles. Puis, en un éclair de téléportation, il disparaît, récupère son manteau et son épée, et s'évanouit dans la nature. Konohamaru, resté seul avec les menottes intactes, comprend qu'il a été dépassé, et qu'il a volontairement laissé faire. Les anciens protestent, furieux, mais le mal est fait. Pendant ce temps, une alerte urgente arrive du pays du vent, Gaara et Shinki ont été attaqués, et un nouvel homme arbre est né. L'histoire est loin d'être terminée. Elle ne fait que devenir encore plus dangereuse, et beaucoup plus personnelle.